Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 21. Comment parler de la mort aux enfants, approche psychologique et conseils pratiques. Où on va quand on meurt ? Dis, c'est comment d'être mort ? Et pourquoi ça existe la mort ? Pourquoi on vit si on meurt après ? Autant de questions auxquelles vous avez peut-être été confrontés si vous avez des enfants autour de vous. Elles surgissent comme ça d'un coup, souvent un peu comme un cheveu sur la soupe, à des moments où on ne s'y attend pas. Elles sont parfois déconcertantes de naïveté parce que nous, les adultes, on sait bien qu'on meurt et que tout le monde meurt. C'est un fait acquis. Mais voilà, les enfants, eux, ont encore cette capacité à questionner ce qui, en apparence, n'est plus questionnable. Dans cet épisode, je vous propose de vous donner quelques pistes de réponse sur une question d'adulte pour le coup, à savoir, comment parler de la mort avec les enfants. Je n'aborderai pas ici les croyances que chacun peut avoir autour de la mort. L'idée, c'est de rester sur des éléments pratico-pratiques qui pourront parler à la majorité d'entre vous. Pour ça, je m'appuie en partie sur l'article de Jacqueline Gagnère et Patricia Fanrinater, paru dans la revue internationale de soins palliatifs dont vous aurez la référence dans les notes de l'épisode. Cet épisode, c'est pour vous si vous êtes parent, c'est pour vous si vous avez des enfants dans votre entourage, mais c'est pour vous aussi si vous êtes thérapeute et que vous êtes amené à rencontrer des enfants et des parents en consultation. La mort au XXIe siècle. Allez, on va faire un petit peu d'anthropologie pour commencer, car pour parler de la mort aux enfants, il faut déjà savoir de quoi on parle. Facile, vous me direz. Eh bien, oui et non. Parce que figurez-vous que si la mort, elle, ne change pas, eh bien le concept, lui, a beaucoup évolué. Dans les sociétés traditionnelles. Regardons d'abord un peu comment c'était dans les sociétés dites traditionnelles. Comment mourrait-on dans ces sociétés ? Eh bien, déjà, il s'agissait de sociétés basées sur des croyances fortes, une transcendance. Peu importe la croyance en elle-même d'ailleurs. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y avait une ou des entités supérieures à l'homme qui régissaient le cycle de la vie. Alors la mort était souvent perçue comme une transition naturelle vers un autre état, intégrée dans un cycle cosmique ou spirituel. Même si, comme on l'a dit, les croyances variaient et donc les rituels funéraires aussi, elles partageaient une forte dimension communautaire et symbolique. Ce que je veux dire par là, c'est que la mort n'était pas seulement un événement individuel, non. C'était un événement intégré à la vie sociale qui impliquait tout le groupe. Je pense par exemple aux rites visant à apaiser les esprits, à ceux qui assurent la protection des vivants, ou alors aux rites qui préparent le défunt pour l'au-delà. Si l'on résume, dans les sociétés traditionnelles, la mort est acceptée comme une composante naturelle de la vie, avec une forte valeur communautaire et symbolique. Finalement, dans cette vision cyclique de l'existence, les défunts restaient en lien avec les vivants, notamment à travers le culte des ancêtres. La différence entre générations était bien marquée, avec des fonctions sociales déterminées, parce que, tout simplement, les rituels étaient codifiés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas simplement une commémoration du défunt, mais bien un moment partagé où les structures sociales se renforçaient en assignant ou en rappelant à chaque participant son rôle précis dans cet événement. On peut donc dire que ces rituels avaient une fonction sociale dont le but était de renforcer la cohésion du groupe. Dans les sociétés contemporaines. Maintenant, prenons un instant pour regarder comment ça se passe aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Déjà, la dimension communautaire a pratiquement disparu. Certes, il y a encore un petit rituel où les personnes se rassemblent selon leurs croyances. Il y a encore des cérémonies où on commémore la mémoire du défunt. La deuxième différence, c'est qu'avec l'avènement de la médecine, beaucoup de personnes meurent maintenant à l'hôpital ou en institution, ce qui a éloigné physiquement, voire carrément expulsé la mort de nos quotidiens et aussi de celui des enfants.
Et ça n'a pas toujours été le cas. Si on revient un peu en arrière, vers le XVIIe siècle, les enfants étaient complètement intégrés dans les rituels autour de la mort. Alors comment on le sait, vous me direz ? Eh bien, on le sait parce qu'il y a pas mal de témoignages par l'iconographie notamment, les tableaux, les gravures, etc. Vous en avez sûrement déjà vu d'ailleurs. Le tableau classique étant une personne mourante dans une chambre, entourée du prêtre, des personnes de la famille et aussi des enfants. Et si, comme moi, vous êtes assez vieux, vous vous souvenez peut-être de ce que l'on disait dans notre enfance. On disait « il est mort de sa belle mort » ou « il est mort de vieillesse ». Ça voulait dire tout simplement que la personne était morte dans son sommeil, souvent chez elle. Maintenant, qu'est-ce qu'on dirait ? On dirait « il est mort d'un arrêt cardiaque ». Les mots transmettent une toute autre histoire, n'est-ce pas ? Le processus naturel semble avoir disparu au profit de l'histoire d'un accident biologique ou médical. En France, dans les années 1900, 85% des décès environ survenaient à la maison. Aujourd'hui, c'est seulement 25%, alors que 80% des personnes expriment le souhait de finir leur vie à domicile. En fait, on peut dire qu'il y a eu une césure après 1920. Jusqu'en 1920 à peu près, les obsèques étaient encore une cérémonie inscrite dans les rites religieux et sociaux, visible et commun à tous. Les formes du deuil étaient encore strictement définies. La mort d'une personne modifiait solennellement l'espace et le temps d'un groupe social, et pas seulement de l'individu. Prenons un petit moment pour résumer ce qui se passe dans nos sociétés contemporaines. On a vu d'une part que le développement des institutions hospitalières, des soins palliatifs, et d'autre part que la déconstruction des rituels religieux traditionnels ont tous contribué à cette évolution. La mort est devenue une affaire individuelle, jusqu'au choix des conditions de sa mort d'ailleurs. Je vous renvoie au débat récent qu'il y a eu sur l'euthanasie. Mais il n'y a pas que ça. Le fait d'avoir repoussé la mort loin de nos quotidiens s'accompagne aussi d'un certain déni, un rejet massif du processus de vieillissement, et ça on peut tous le voir dans la presse féminine qui nous vend des produits anti-rides dès qu'on a 25 ans. La marginalisation de la mort dans des lieux hors du quotidien, l'affaiblissement des rites funéraires, une culture de la performance et de la jeunesse, l'illusion technologique d'un contrôle sur la vie repoussant ainsi la réalité inévitable de la mort, le transhumanisme, bref, tout ça, ça aboutit à un certain tabou autour de la mort. C'est ce que certains auteurs ont appelé le déni de la mort. C'est-à-dire que nous autres, les adultes, c'est comme si nous jouions à ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir. Et ça renforce d'autant plus ce tabou. Bon, mais paradoxalement, la mort, on la voit partout dans les médias. Catastrophes, famine, guerre, etc., etc. Mais aussi dans les romans policiers où les meurtres les plus sordides s'enchaînent, dans les jeux vidéo, dans les films, les séries, et bien sûr dans les podcasts avec l'ascension de la thématique des true crimes. La mort est devenue un spectacle comme un autre, que nous consommons là, passivement, confortablement assis dans nos canapés, dissociés de la réalité du vécu de mort, et dans une mise à distance de notre propre finitude. Je vous renvoie d'ailleurs au succès de la série Squid Game qui pourrait être un archétype de tout ce que je viens de dire. Finalement, ce qu'on apprend de la mort quand on est enfant et adolescent passe maintenant plus par ces images que par un apprentissage du savoir-être qui auparavant était porté par la famille et la communauté. Une mort omniprésente et pourtant tabouisée, voilà qui ne rend pas les choses simples pour aborder ce sujet avec les enfants. Comment on se représente la mort quand on est un enfant ? La première des choses, c'est de se dire que parler de la mort, même pour un tout jeune enfant, eh bien c'est normal. La mort, c'est quelque chose qui a l'air mystérieux. Eh ben, du coup, on y va, on pose plein de questions. C'est le même type de mystère qui entoure la fameuse question de comment on fait les bébés. Parce que les enfants, eux, ils n'ont pas de difficulté à poser des questions existentielles, et sans pour autant en être attristés quand il s'agit de la mort. Pour comprendre la représentation de la mort chez les enfants, je vous propose de faire un bref rappel de Piaget, puis de vous détailler les différents stades que propose l'article, que je trouve assez intéressant pour nourrir une réflexion de fond. Piaget. À partir des années 1930, Piaget d'abord, puis Bowlby et d'autres chercheurs ont beaucoup influencé les travaux sur la conceptualisation de la mort.
Ils se sont intéressés à ce que pense l'enfant de la mort, son point de vue, en clair, quelles sont ses représentations sur ce sujet. Piaget, lui, il est dans une approche de type progression développementale, c'est-à-dire en lien avec le développement cognitif de l'enfant. En clair, la compréhension de la mort va évoluer de manière progressive en parallèle du développement cognitif général de l'enfant, avec des stades de développement universels. Bon, même si, in fine, Piaget a quand même modéré ça en disant que cette progression peut varier d'un enfant à l'autre, et il reconnaîtra même l'importance des expériences personnelles et leur légère influence sur tous ces stades. Voici le découpage des différents stades qu'il propose. Entre 0 et 2 ans, c'est le stade sensorimoteur. L'enfant n'a pas acquis de véritable concept de mort. La mort, c'est simplement quelque chose qui est perçu comme une absence ou une disparition temporaire. Entre 2 et 7 ans, c'est le stade préopératoire. Alors là, l'enfant commence à développer une petite conscience de la mort, mais sa compréhension reste tout de même très limitée et égocentrée. La mort est souvent perçue comme réversible, temporaire, similaire au sommeil en quelque sorte. L'enfant peut penser que les morts peuvent respirer, manger, etc. Finalement, il n'arrive pas à se représenter complètement la mort, et pour lui, le mort est un peu comme un être vivant comme les autres, même s'il est par certains points un peu différent. Entre 7 et 11 ans, c'est le stade des opérations concrètes. Là, l'enfant va développer une compréhension plus réaliste de la mort, avec l'introduction de concepts d'irréversibilité et d'universalité de la mort. En revanche, la causalité de la mort est encore simplifiée, mais elle deviendra de plus en plus claire au fur et à mesure des années. Après 11 ans, le stade des opérations formelles, l'adolescent va acquérir une compréhension plus mature et abstraite de la mort. Il peut alors conceptualiser la mort comme un processus biologique inévitable. Et c'est là que toutes les réflexions sur les aspects plus philosophiques ou existentiels apparaissent. Bon, mais après Piaget, on a affiné nos données. Notamment en ajoutant un petit peu plus de nuances sur l'influence de la culture et de l'environnement sur les représentations de l'enfant, mais aussi en ce qui concerne les âges d'acquisition. Ce que vous devez garder à l'esprit en tout cas par rapport à tout ce qu'on sait maintenant, c'est que chaque enfant acquiert progressivement les notions liées à la représentation de la mort, et que les âges d'acquisition sont tout de même un petit peu variables. Ça va dépendre du rythme propre à chaque enfant, des circonstances ou des événements qui fondent le dialogue. Par exemple, si un enfant est directement exposé au décès d'un proche ou d'un être vivant au sein de la famille, comme un chat, un chien, etc. Mais aussi ça va dépendre de la capacité à parler et à dialoguer d'une part de l'enfant, mais aussi de la famille en elle-même. Parce que oui, si l'enfant ne se sent pas autorisé à questionner ce sujet ou si les adultes autour de lui ignorent ces questions, ça va venir jouer sur l'évolution de sa compréhension de ce qu'est la mort. Sans oublier que chaque âge a ses spécificités. Donc chaque âge va drainer son flot de questions spécifiques. Donc les 3 choses qui vont donner cette variabilité autour de l'acquisition de la conception de la mort, c'est 1. Les événements vécus, 2. La capacité à dialoguer de part et d'autre, et 3. La qualité du dialogue. Mais regardons maintenant ce que des auteurs plus récents ont proposé. Proposition d'une évolution en 5 thèmes. Jacqueline Gagnère et Patricia Fanrinater nous proposent dans cet article 5 principaux thèmes qui recouvrent les évolutions principales de l'enfant face au concept de mort. La réversibilité, la permanence des fonctions vitales, la causalité, l'universalité et la mortalité personnelle. Alors on va voir que ces thèmes peuvent se chevaucher en termes d'âge de développement, mais j'insiste encore une fois sur le fait que ces âges ne sont pas gravés dans le marbre. Ils peuvent varier un petit peu d'un enfant à l'autre. Alors avant 3 ans, on est d'accord sur le fait que l'enfant a peu de compréhension cognitive de la mort. Par contre, il va être très sensible à l'absence, aux séparations et à toutes les émotions autour de ces moments. La réversibilité. Un repère à garder en tête, c'est qu'avant 6-7 ans, pour l'enfant, la mort est considérée comme réversible. Ça veut dire quoi ? Eh bien que la mort est temporaire. Ils s'attendent donc à ce que les personnes reviennent. C'est la fameuse analogie avec le sommeil. Par rapport à ça, il peut y avoir des questions comme « Quand est-ce qu'il va revenir ? Combien de temps il sera mort ?» Permanence des fonctions vitales. En parallèle de la réversibilité se joue la question mécanique ou biologique de l'arrêt des fonctions vitales. C'est-à-dire quand le corps ne marche plus. Là aussi, l'enfant va en prendre conscience pleinement vers 6-7 ans.
Avant cet âge, il va penser que la personne défunte a encore un corps qui est en fonction, d'où des questions du type est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a froid là où il est? Etc. L'universalité. L'universalité de la mort, à savoir le fait que nous sommes tous voués à cette fin, apparaît vers 10 ans. Entre 7 et 10 ans, c'est l'âge où l'enfant va s'identifier à des super-héros souvent, et bien là il peut penser qu'en étant assez fort, il pourra éviter la mort. À cet âge, la mort est personnifiée. Les enfants sont friands des légendes comme celle de la Dame Blanche, même si ça leur fait peur. Leur imaginaire se nourrit de toutes ces représentations qu'ils trouvent dans les légendes, les contes, etc. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous parle, ça me fait penser à l'histoire du conte des 3 frères dans Harry Potter. Et puis peu à peu, l'inévitable va survenir. L'enfant se rend compte que la mort fait partie de sa réalité, qu'elle peut aussi toucher des gens qu'il aime, comme ses parents. En pratique, ce moment de prise de conscience peut être assez douloureux. Vous savez, c'est le type de question qui commence par les grands-parents. Quand est-ce qu'ils vont mourir parce qu'ils sont vieux? Puis l'enfant vous interroge sur votre âge. Et puis à quel âge on meurt? Et là, il prend peu à peu conscience de l'inéluctable. Alors je disais que ce moment de prise de conscience est plus ou moins douloureux. Déjà, ça dépendra de la qualité de l'écoute et du dialogue préalable, mais aussi du rapport que vous avez, vous, adulte, avec la mort en général, celle de vos proches, votre propre mort. Si c'est un sujet qui vous terrorise, eh bien il vous sera bien sûr plus difficile de pouvoir à la fois gérer le flot d'émotions qui surgira en vous et en même temps les questions de votre enfant. En pratique, ces prises de conscience chez l'enfant peuvent être un moment propice où des angoisses de séparation réapparaissent en force. Elles vont se manifester par plus de demandes de câlins, de nouvelles difficultés pour s'endormir le soir, avec un enfant qui va se relever une fois pour boire, une fois pour faire pipi, une fois pour demander un câlin, une fois pour... Bon, là ça suffit maintenant, c'est l'heure de dormir. Ensuite, tranquillement, entre 10 et 12 ans, l'enfant va continuer à cheminer et envisager la possibilité de sa propre mort. Ça va commencer par des questions comme « il y a quoi après la mort ?» Autour de l'adolescence, il peut y avoir des périodes où les intérêts de l'adolescent vont se centrer sur des choses assez macabres. Les podcasts de True Crimes, une période de mode gothique. Pourquoi ? Eh bien parce que cet univers autour de la mort exerce une réelle fascination sur l'adolescent. Et en se l'appropriant de cette manière, c'est sa façon, à lui, de digérer que lui aussi, il est destiné à disparaître de ce monde. Alors ce que je vous ai raconté là, c'est un schéma, j'allais dire, assez classique. Mais ce qui peut être difficile, c'est quand une mort surgit de manière brutale et inattendue, dans ce schéma, dans l'entourage proche ou un peu plus éloigné de l'enfant. Là, la question du cheminement naturel de la vie vers la mort est comme rompue. Finalement, on est mis devant le fait accompli. Bah non, on ne meurt pas seulement quand on est vieux. L'adulte devra donc affronter sa propre peine, son propre désarroi devant ce deuil, et en même temps, il devra soutenir son enfant dans la traversée d'une contrée nouvelle pour lui, une réalité brutale. Mais c'est bien dans le tissage de ce que vous vivez en vous, et de ce que votre enfant perçoit, comprend et ressent que va se jouer tout ce dialogue. Causalité de la mort. Il y a un dernier thème qu'on n'a pas encore abordé, c'est la question de la causalité de la mort. Le pourquoi on meurt. Est-ce que la mort est contagieuse ? Si je ne suis pas gentil, est-ce que maman va mourir ? Si je ne suis pas sage, est-ce que je vais quand même mourir ? Est-ce que la mort est une punition ? Etc., etc. On voit que dans ces dernières questions, l'enfant se pose la question de la mort comme punition. En fait, toutes ces questions tentent de répondre au pourquoi et au qui. Finalement, qui est responsable de ça ? Et est-ce que mon comportement peut influer sur la fin de ceux qui m'entourent ? Toutes ces questions vont surtout être au travail entre 5 et 10 ans. Comment dialoguer autour de la mort avec les enfants ? Maintenant, vous êtes plus savant sur les âges de développement et les conceptions de la mort chez l'enfant, mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit pas comment faire. Bon, déjà comme toujours, je le répète assez souvent, mais il n'y a pas de recette magique qu'on pourrait copier-coller, ou alors des phrases qu'on pourrait apposer sur n'importe quelle situation. Bon, mais on va quand même tenter de tracer ensemble quelques grandes lignes pour vous permettre de savoir un petit peu mieux où vous mettez les pieds. Gérer les questions cheveux sur la soupe. Eh bien, je vais encore me répéter, mais l'important, c'est le dialogue.
Je ne dis pas que c'est facile, parce que quand vous êtes à votre premier café du matin, pas trop réveillé, avec une question du style « Tu crois pas qu'il a froid dans son cercueil ?» Eh bien, ça peut quand même décontenancer. Mais ce qu'il faut vous dire d'abord, c'est que ça, c'est des questions naturelles. Vous vous posez bien des questions existentielles, non ? Eh bien, votre enfant, c'est pareil, mais avec ses mots, et là où il en est de son développement. Pensez bien que l'enfant qui vous pose cette question, il n'a pas l'intention de vous piéger. Et de la même manière, s'il pose les mêmes questions à plusieurs personnes de son entourage, ce n'est pas parce qu'il n'a pas confiance en vous ou qu'il n'a pas pris en compte votre réponse. C'est pour lui un moyen d'intégrer les informations, de transformer ses représentations pour les ajuster à ce qu'il vit, et finalement, il va modifier petit à petit son questionnement pour pouvoir avancer. Alors je vous donne quand même une petite astuce. Parler de sujets aussi graves que la mort, ça peut sidérer la pensée. Donc la première des choses, c'est de valoriser l'enfant pour sa question. Déjà, ça va lui montrer que le sujet n'est pas tabou, que sa question n'est pas bête, et pour vous, concrètement, ça a l'avantage de vous donner du temps pour réfléchir et pour faire repartir votre pensée. Vous pouvez d'abord aller explorer ce qu'il sait déjà de la mort, comment il se la représente, ce qu'il ne veut pas savoir, ce qui lui fait peur. Parce que dites-vous bien que l'enfant qui vous pose cette question, il ne part jamais de zéro, c'est-à-dire qu'il ne sait jamais rien du tout. Parce que tout simplement, lui aussi, il a commencé à se construire ses propres représentations à partir de son vécu, de son imaginaire, de ce qu'il a capté de son environnement. Et puis dans un second temps, vous allez accueillir les émotions qui peuvent survenir dans la discussion. Autant de votre côté que du sien d'ailleurs. Déjà avec tout ça, vous avez quand même un bon bagage pour savoir où vous mettez les pieds et où vous allez. Est-ce que ça vaut la peine de parler de la mort à un enfant avant 7 ans ? Ça, c'est une autre question qu'on peut légitimement se poser, sachant qu'on a vu précédemment qu'avant 7 ans, eh bien l'enfant n'a pas acquis le principe d'irréversibilité de la mort. Alors, je rappelle, c'est pas parce qu'on n'a pas acquis ce principe-là qu'on ne peut pas ressentir de la tristesse. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en parler ou pas ? Eh bien la réponse est oui. Ce n'est pas parce qu'un enfant n'a pas saisi le concept dans son entièreté, dans sa totalité, qu'il n'est pas capable d'en discuter, alors à son niveau bien sûr. Faire l'impasse sur ce sujet, ce serait comme lui poser un interdit. Or l'enfant, lui, il est dans un besoin de comprendre, à son rythme. De la même manière, quand vous vous dites que vous voulez le protéger en ne lui parlant pas de telle ou telle chose, de tel ou tel décès survenu dans votre entourage, ça part d'une bonne intention. Mais l'enfant n'est pas dupe. Il va saisir et observer ce qui se passe autour de lui. Même s'il n'est pas en mesure de décrypter complètement tout le contexte, il va capter les émotions, la tristesse et l'ampleur de l'événement que vous vivez. Tout comme pour vous, la mort fait partie de sa réalité d'humain. Une chose que vous pouvez dire sans vous tromper, même si c'est une lapalissade, c'est important de le redire, c'est que la mort, ça fait tout simplement partie de la vie. Et puis selon l'âge de votre enfant, il va être important, souvenez-vous de ce qu'on a vu plus haut dans les âges de développement, de dire qu'elle n'est ni contagieuse, ni une punition, ni un jeu. Comment accompagner un enfant dans la longue maladie d'un proche ? Quand il s'agit d'accompagner une personne malade, la question de passer à l'hôpital pour voir la personne peut se poser. Et ce qui vient souvent à l'esprit des parents, c'est « je ne veux pas qu'il garde cette image de lui ou d'elle ». En fonction de l'âge de votre enfant, de ce qu'il exprime, il va être important de l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le cheminement autour de la maladie. Pourquoi ? Parce qu'il est important que l'enfant puisse poursuivre sa relation avec la personne malade. Alors ça peut passer par d'autres moyens que de passer à l'hôpital pour voir la personne, si vous jugez que c'est pas adapté à son âge par exemple. Là, il faut faire confiance à votre bon sens. Je vous donne un exemple. Une famille que j'avais en suivi affrontait la maladie d'une grand-mère avec qui le petit dernier de la famille avait une relation très très forte. Lui, il avait 7 ou 8 ans. Les parents ne souhaitaient pas que leur enfant aille à l'hôpital, car la grand-mère était vraiment très amaigrie par la maladie. Donc ils avaient peur que leur enfant soit choqué par cette image et qu'il n'arrive pas à gérer l'inquiétude qui en découlerait s'il voyait sa chère mamie dans cet état. Ils allaient lui rendre visite toutes les semaines, et toutes les semaines, leur enfant avait à cœur de faire un dessin. Donc les parents le déposaient à la mamie qui écrivait un petit mot en retour. Et quand elle n'a plus pu écrire, les parents l'expliquèrent à leur enfant bien sûr, mais lui, il souhaitait quand même continuer à faire ses dessins chaque semaine. Donc le truc qu'ils avaient trouvé, c'est que les parents emmenaient le dessin à la mamie et le photographiaient dans sa main. Et puis plus tard,
Ils ne faisaient plus de photographie de la main de la mamie, qui était tombée dans le coma. Ils ont juste photographié le tableau où tous les dessins de l'enfant étaient affichés dans la chambre de la mamie. Dans cette famille, la charge émotionnelle était très forte autour de la disparition de cette grand-mère. Elle était vraiment appréciée de tous. Mais à chaque étape, les parents prenaient le temps d'expliquer à leurs enfants comment s'était passée la visite, où en était leur mamie, etc. Cet exemple montre bien à quel point il est important de trouver des moyens de poursuivre la relation tout en aidant l'enfant à trouver de nouveaux repères. Ici, c'était d'abord l'échange de mots, puis les photos de la main de la mamie qui tenait le dessin, et enfin le tableau des dessins. Si les parents avaient proposé à leur enfant d'emblée une photo du tableau à dessin sans explication, eh bien ils auraient manqué des étapes. Et c'est à ce moment-là, dans cet interstice, que des questions, des fantasmes peuvent prendre toute la place et devenir angoissants. Donc donner à l'enfant les moyens de comprendre ce qui se passe est très important. Bon, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas le même décodeur de contexte que vous, les adultes, donc il va falloir évidemment vous adapter en donnant des informations claires. Alors quand je dis des informations claires, c'est que dans la mesure du possible, on évite les demi-vérités, les allusions, ou encore les phrases du type « la maladie est méchante ». Pourquoi ? Eh bien parce que l'enfant peut les prendre comme des mensonges. Et si c'est le cas, il perdra confiance en votre parole, une parole d'adulte. Et selon son âge, il peut aussi prendre les choses au pied de la lettre, donc soyez vraiment vigilants à vos formulations. Est-ce qu'on peut utiliser le mot « mort » ? Alors oui, ce n'est pas un tabou. Et encore une fois, appuyez-vous sur votre bon sens. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé plus tôt, parce que ça paraît évident, mais en aucun cas, vous ne devez forcer l'enfant à faire quoi que ce soit. S'il ne souhaite pas aller à une cérémonie, par exemple, et que pour vous, ce serait vraiment important qu'il y aille, eh bien l'idée, ça n'est pas de le forcer. L'idée, ça va être de dialoguer, de comprendre pourquoi il ne veut pas y aller, qu'est-ce qui se passe pour lui, quelle est sa représentation de ce moment. La participation d'un enfant au rituel, aux cérémonies est tout à fait envisageable à partir du moment où il est entouré et préparé à ce qui se passe, et s'il en comprend le sens, à son niveau bien sûr. Ça sera d'ailleurs pour lui un moment d'apprendre une façon d'être, un savoir-être, d'appréhender comment il réagit. Comment faire quand on est noyé dans ses propres émotions ? Quand on est en deuil, il est tout à fait normal de ressentir un flot d'émotions. Si votre enfant vous pose des questions dans ces moments, et que vous sentez l'émotion vous envahir, la gorge qui se serre, eh bien là vous voyez que ce n'est pas le bon moment pour vous d'avoir cette conversation. Donc dites-le simplement. Par exemple, tu sais, j'ai besoin d'un peu de temps, tout de suite ça n'est pas le bon moment pour moi, mais je peux te proposer d'en rediscuter ce soir avant le dîner si tu veux. Prenez le temps de traverser vos émotions, de vous recueillir. En clair, prenez soin de vous. Et le soir venu, vous reprendrez la conversation. Par contre, il est important de ne pas remettre la conversation à dans trop longtemps parce que l'enfant, lui, il aura toujours ses questions dans un coin de sa tête. Un enfant qui parle de la mort. Quand s'inquiéter ? On l'a vu, un enfant qui parle de la mort sans forcément qu'il ait vécu un décès, c'est normal. C'est aussi normal qu'il en parle suite à un événement particulier qui survient dans sa vie. Mais quand est-ce que ça n'est plus normal ? Eh bien, quand la thématique de la mort devient envahissante et omniprésente. Si l'enfant est préoccupé en permanence par la mort, que vous notez des changements dans son comportement, dans ses jeux, dans ses dessins, là ça va être important d'aller vers une consultation spécialisée, psychologue ou pédopsychiatre, pour faire la part des choses entre une réaction normale et une difficulté à traverser un événement ou un point de fixation ou de cristallisation qui serait inapproprié. Autre point de vigilance, c'est lorsque vous avez entamé le dialogue avec votre enfant ou un enfant de votre entourage sur la thématique de la mort et qu'il vous pose des questions en mode mitraillette. Vous savez, ces fameuses questions pourquoi qui s'enchaînent sans même que vous ayez le temps de répondre complètement. Et bien là, il va être important que vous puissiez le repérer pour clôturer tranquillement la conversation. Et j'ai bien dit tranquillement, hein. Dans ces moments-là, c'est comme si l'enfant était un petit peu en disque rayé, bloqué dans son raisonnement. Et il est plus pris par trouver la prochaine question qu'il va vous poser que par l'écoute de vos réponses et la découverte de ce que vous avez à dire sur le sujet. Ça témoigne d'un besoin pour lui de garder le lien à tout prix, plus que de véritablement dialoguer. C'est comme si la fin, représentée par la mort,
et la fin de la discussion se superposer inconsciemment, la fin de la discussion voulant dire la fin du lien avec vous. Là, pas besoin pour vous de faire une interprétation compliquée ou d'aller chercher midi à 14h. Valorisez le partage que vous avez eu ensemble. Et puis, laissez la porte ouverte à une future conversation. Ça, c'est un équivalent de « Coucou, même si on arrête la conversation, j'existe toujours, je suis toujours là et je serai toujours là pour te répondre. » Et puis, ce qui peut être aidant, c'est de passer sur une autre modalité relationnelle que le langage. C'est-à-dire passer par un câlin, un geste tendre, pour mettre fin à la conversation en douceur. Et puis vous verrez que des fois, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a une question qui arrive, vous répondez, et puis en plein milieu, brutalement, comme ça, sans crier gare, l'enfant tourne les talons et s'en va. Alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que votre explication était nulle, ça ne veut pas dire qu'il n'en a rien à faire de ce que vous lui dites, ou qu'il vous manque de respect. Ça veut juste dire que ce que vous lui avez dit, eh bien pour l'instant, ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'autre chose. Comment savoir si ce que je fais ou ce que je dis est juste ? Est-ce que j'ai bien fait de lui dire ça ? Et est-ce que je lui ai dit ce qu'il fallait ? Bon, ça c'est l'éternelle question des parents. La question à $1 million. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière vos questions à vous. Alors souvent on retrouve je veux faire le maximum pour mes enfants. Et puis on retrouve des fois aussi le j'aimerais tellement qu'ils ne souffrent pas. Et ça, c'est votre question à vous. Ça n'est pas la question de votre enfant. Parce que la souffrance, elle fait partie de la vie. Et ce qui va construire des fondements solides pour votre enfant, c'est comment vous allez l'aider à traverser cette souffrance. Bon. Et puis concrètement, eh bien vous verrez qu'il est très très difficile d'évaluer les effets immédiats de ce genre de conversation. Dites-vous que vous avez fait au mieux de ce qui était possible pour vous de faire à ce moment-là. D'avoir eu cette attention pour votre enfant, ou cet enfant de votre entourage qui vous a questionné, c'est ce qui lui permettra d'avancer et de grandir un peu plus. Conclusion. En définitive, on peut dire que ce dialogue autour de la mort, ça parle finalement beaucoup plus de la vie, et en particulier de ce qu'on vit. Les émotions, les interprétations, l'imaginaire, tout ce qu'on a construit autour de notre propre fin. Et je dirais même que ça va plus loin que ça. En filigrane, on retrouve la question, la fameuse question, celle du sens de la vie. Alors, si je tente de résumer les points importants qu'on a vus dans cet épisode, c'est dialoguer, accompagner, ne pas imposer, prendre en compte l'âge et les besoins de l'enfant, lui apporter la conviction que ce qui se passe n'est pas de sa faute. Dans tous les cas, respectez le temps dont il a besoin, les silences nécessaires, sa pudeur. Et appuyez-vous sur votre bon sens. Et si pour des enfants plus grands, des ados, vous vous sentez un petit peu coincé parce que vous voulez ouvrir le dialogue mais vous ne savez pas comment faire, eh bien, essayez cette technique en commençant par vous. Du genre, tu sais, moi j'y pense souvent. On peut parler quand tu veux si tu as besoin. Ou alors, c'est normal d'être triste quand on traverse ces moments. Tu sais, je suis là si tu veux en parler un jour. Alors il y a fort à parier que votre ado vous dira « oui, oui » et tournera les talons, mais vous verrez que dans un second temps, ce sera important parce que la porte sera ouverte et qu'il pourra la réouvrir dès qu'il en aura besoin. Dans mon expérience, ce qui fait que ces moments toujours difficiles sont plus ou moins bien vécus dans les familles, c'est la force des liens entre les membres de la famille et leur capacité à le montrer en s'apportant du soutien mutuel. Et ça, chacun le fait à sa manière. Chacun a sa manière de montrer qu'il aime l'autre, qu'il le soutient. Il y en a qui sont doués pour parler, d'autres qui sont doués pour donner de la tendresse, faire des câlins, et puis d'autres qui sont doués pour juste partager des moments qualitatifs de présence sans parler. Appuyez-vous sur l'amour que vous ressentez en vous et que vous partagez avec les autres, car c'est cela qui fait le sens de la vie. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour traverser ces moments. Je vous invite à reprendre les bonnes habitudes pour le podcast, à savoir mettre des étoiles, partager les épisodes, bref, donner un maximum de visibilité à l'épisode si vous pensez qu'il en vaut la peine. Je vous dis à très bientôt!